Je m'appelle Bérénice Fenwick. J'ai 78 ans et je vis dans la ville de Beauval depuis 43 ans. J'ai été la chef comptable de logistique du Nord-Est durant toute ma carrière. Beaucoup de gens disaient que j'étais stricte et exigeante, mais ce sont ces qualités qui m'ont permis d'accéder à un poste de direction à une époque où l'on confiait rarement des emplois importants aux femmes. Maintenant, je suis à la retraite, je vis dans une grande maison de la rue des Érables, et j'ai l'impression que chaque année, l'espace autour de moi devient plus grand et plus vide. Je me réveille chaque matin à 6 heures précises. Je n'ai pas besoin de réveil. Mon horloge interne fonctionne parfaitement. Ma maison est plongée dans un silence seulement rompu par le tic-tac d'une horloge murale ancienne dans le salon. Un cadeau de l'entreprise pour mes 60 ans. Pour son dévouement et son travail impeccable, la gravure sur la plaque de cuivre brille encore, même si je ne la polis plus aussi souvent qu'avant. Je sors du lit, j'enfile ma robe de chambre et mes chaussons. Mes articulations protestent, mais j'ignore la douleur. La faiblesse est un luxe que je ne peux pas me permettre. Je ne l'ai jamais pu. Je descends les escaliers en me tenant à la rampe. Les planches grincent sous mes pieds. Un son qui accompagne mes matins depuis la mort de Gaston, il y a 12 ans. Il avait toujours l'intention de réparer ces marches qui grincent, mais il n'en a jamais eu le temps. Une crise cardiaque l'a emporté soudainement, me laissant seule dans la maison que nous avions choisie ensemble. La maison semble maintenant encore plus spacieuse que lorsque Gaston et moi l'avons achetée. 3 chambres, un bureau, un salon avec cheminée, une cuisine dînatoire, 2 salles de bain, une cave et un grenier. C'est la maison parfaite pour une famille avec des enfants, bien que nous n'ayons qu'un seul fils, mon Gilles. Je me prépare le petit déjeuner, des flocons d'avoine à l'eau et un thé sans sucre. Le diabète de type 2 ne me laisse pas le choix. J'adorais les sucreries, surtout les gâteaux à la crème. Mais maintenant je dois me contenter du souvenir de leur goût. Assise à la table de la cuisine, je regarde par la fenêtre le jardin. Le jardin était autrefois ma fierté. Roses, pivoines, glaïeuls. Maintenant, c'est un jardinier qui s'en occupe, il vient 2 fois par mois. Il fait tout correctement, mais sans amour, et ça se voit. Après le petit déjeuner, je vais dans mon bureau. L'ordinateur s'allume avec un léger vrombissement. Beaucoup de mes contemporains ont encore peur de la technologie moderne, mais je l'ai maîtrisée dès les années 90, lorsque l'entreprise est passée à la comptabilité électronique. Je me souviens de la surprise des jeunes employés de voir qu'une vieille dame pouvait facilement s'y retrouver dans les nouveaux logiciels. Je vérifie mes emails, mes comptes bancaires, les sites d'information. Le contrôle, c'est ma seconde nature. Gaston disait toujours que je pourrais diriger un petit pays tant je planifie tout dans les moindres détails. Je vérifie particulièrement attentivement mes comptes joints avec mon fils. Gilles n'a jamais été doué avec l'argent. Même maintenant, à 52 ans, il me laisse contrôler les finances familiales. Pour être plus précise, j'ai insisté pour le faire quand j'ai réalisé combien d'argent était gaspillé à cause de son incapacité à planifier ses dépenses. Sa femme, Tiffaine, était contre une telle ingérence, mais elle n'a pas eu le choix. La maison où ils vivent est à mon nom. Et je paie aussi l'école privée de mon petit-fils Olivier. Tiffaine. Même lorsque je prononce ce nom dans ma tête, je le fais avec hostilité. Une inspectrice des impôts diplômée d'une université locale. Elle se considère comme instruite et indépendante. 12 ans de mariage avec mon fils, et je n'arrive toujours pas à l'accepter dans la famille. Trop sûre d'elle, trop bruyante, trop moderne. Gilles l'a rencontrée lors d'une fête d'entreprise. Elle vérifiait les comptes de sa société. 3 mois plus tard, il m'annonçait qu'il allait se marier. J'étais contre, sentant qu'elle n'était pas faite pour lui. Mais pour la première fois de sa vie, il a tenu bon. Maintenant, je réalise que ce n'était pas de la force de caractère, mais un simple engouement qui, comme je l'avais prédit, est vite passé, le laissant piégé dans un mariage avec une femme incapable de le rendre heureux. À 11 heures, le téléphone sonne. C'est Gilles, comme d'habitude le samedi. « Maman, comment te sens-tu » Sa voix semble fatiguée. « Bien. Ma tension est à 14/9 comme d'habitude, ai-je répondu, même s'il n'avait pas demandé de chiffre précis. Comment va Olivier? Il se prépare pour ses examens? Oui, il étudie. Son professeur de maths dit qu'il a de bonnes chances d'entrer à HEC. Ses chances seraient encore meilleures s'il ne passait pas autant de temps sur ses jeux vidéo, je remarque, bien que je n'ai jamais vu mon petit-fils jouer. Je sais juste que c'est ce que tous les adolescents font de nos jours. Gilles soupire mais ne discute pas. Il ne discute jamais. Maman, nous voulions t'inviter à dîner vendredi prochain.
Olivier a reçu un prix pour son projet de physique et nous fêtons ça. J'ai un rendez-vous chez le cardiologue vendredi. Je mens, ne voulant pas passer la soirée avec Tiphaine. Mais je peux vous inviter samedi. Je préparerai le rôti préféré d'Olivier. Olivier est végétarien, maman. Je te l'ai dit il y a 2 mois. C'est nouveau pour moi. Est-ce l'influence de ta femme? Je ne cache pas mon irritation. Dans notre famille, on n'a jamais suivi ses lubies. C'est sa propre décision. La voix de Gilles est tendue. D'accord. Je dirai à Tiphaine que tu nous invites samedi. À quelle heure? 17h. Et dis à Tiphaine de ne pas préparer un de ses plats spéciaux. Je m'occuperai de tout moi-même. La dernière fois qu'ils sont venus, Tiphaine a apporté une étrange salade de quinoa et d'avocat. J'y ai à peine touché. Même si je dois admettre que c'était assez bon. Mais l'admettre à voix haute? Jamais. Après avoir parlé à mon fils, je me sens fatiguée. Je prends ma canne et sors dans le jardin, m'asseyant sur un banc sous un vieux chêne. Gaston l'a planté l'année de la naissance de Gilles. Qu'ils grandissent ensemble, disait-il. Le chêne est devenu grand et fort. Gilles, non. J'ai toujours su que mon fils était spécial et avait besoin d'une attention particulière. Enfant, il était souvent malade. Asthme, allergie, système immunitaire faible. Le médecin disait que ça passerait en grandissant, mais je ne pouvais pas prendre ce risque. Je lui ai interdit beaucoup de choses. Jouer au football dans la cour avec les autres garçons, trop dangereux en cas de crise. Partir en voyage scolaire, je ne savais pas quelles seraient les conditions de vie. Même les bêtises d'enfants ordinaires me semblaient une menace pour sa santé. Gaston pensait que j'étais surprotectrice. Mais qu'en savait-il? Il était au travail toute la journée, et son éducation reposait sur mes épaules. Gilles réussissait bien à l'école, mais il avait peu d'amis. Je me consolais en pensant que la qualité était plus importante que la quantité. Bien qu'en réalité, il n'avait aucun ami. C'était un garçon calme, obéissant, qui ne discutait jamais. Il demandait toujours la permission, même adulte. Maman, je peux aller au bowling avec mes collègues. Maman, ça te dérange si j'achète un nouvel ordinateur? Ça agaçait Gaston, mais j'aimais ce sentiment de contrôle. J'ai aussi choisi son université, une université locale, pour qu'il puisse vivre à la maison. Pourquoi gaspiller de l'argent dans une résidence universitaire? Disais-je, même si l'argent n'était pas un problème. Je ne voulais tout simplement pas le laisser partir. J'avais peur que sans ma surveillance, il fasse des erreurs qui ruineraient sa vie. Il s'est spécialisé en comptabilité, comme moi. Tu as le sens des chiffres, l'ai-je convaincu, alors qu'il était en fait plus intéressé par l'histoire et la littérature. Mais que serait-il devenu avec une formation en lettres? Un professeur? Un bibliothécaire? Non. Je voulais une profession stable avec un bon revenu pour mon fils. Après l'université, je lui ai trouvé un emploi dans mon entreprise. Pas dans mon service, bien sûr, mais toujours sous ma supervision. Il n'a jamais dépassé le poste de comptable junior, bien que j'ai espéré qu'il montrerait un peu d'ambition. Cependant, peut-être que j'y suis aussi pour quelque chose. J'ai pris toutes ces décisions à sa place pendant si longtemps qu'il a oublié comment le faire lui-même. Quand Gilles a eu 30 ans, j'ai commencé à m'inquiéter. Pas de relation sérieuse, pas de projet de fonder une famille. Gaston et moi ne rajeunissions pas, et je voulais tellement de petits-enfants. Tu dois trouver une gentille fille, disais-je à mon fils chaque dimanche au déjeuner. J'ai même organisé plusieurs rendez-vous avec les filles de mes collègues, mais rien n'en est sorti. Gilles était trop timide, trop peu sûr de lui. Et puis Tiphaine est apparue. Au début, j'étais ravie. Enfin, mon fils s'intéressait à une femme. Mais lors de notre première rencontre, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Elle me regardait d'un air évaluateur, comme si elle calculait comment elle allait fixer des limites. Je ne le permettrai pas, avais-je décidé alors, et je ne l'ai pas permis. Je n'avais juste pas réalisé que pour maintenir le contrôle sur mon fils, je devrais mener une longue guerre froide avec sa femme. Le mariage fut modeste, à la mairie, suivi d'une petite réception dans un restaurant. J'avais suggéré d'organiser une célébration dans un country club avec 50 invités et un orchestre, mais Tiphaine a insisté pour une cérémonie intime pour les amis proches et la famille. Bien sûr, ses parents étaient des gens simples, son père était chauffeur de camion et sa mère fleuriste dans un supermarché. Elle avait honte de les présenter à mes amis et collègues. Après le mariage, les jeunes mariés ont loué un appartement en périphérie. C'était exigu et dans un quartier délabré.
J'ai proposé de les aider avec un acompte, mais Tiphaine a fièrement refusé. On se débrouillera seul. 1 an plus tard, Olivier est né, et l'appartement est devenu trop petit. C'est à ce moment-là que j'ai fait un geste qui a assuré mon influence sur leur famille pour les années à venir. J'ai acheté une maison et l'ai enregistrée à mon nom, mais je leur ai permis d'y vivre. C'est mon investissement, et vous n'avez pas à payer de loyer, juste les charges, ai-je expliqué. Tiphaine a résisté, mais Gilles l'a persuadé d'accepter. Pense à l'enfant. Il a besoin de son propre jardin pour jouer. 11 ans ont passé depuis. Olivier est devenu un garçon intelligent qui ressemble à son grand-père. Les mêmes cheveux sombres et les yeux gris. Je l'aime, même si je ne le montre pas trop. Je ne veux pas le gâter. Je paie son éducation dans une prestigieuse école privée, les colonies de vacances, les cours de musique et de tennis. Tiphaine déteste ça. Je le sais. Elle aimerait subvenir elle-même à tous les besoins de son fils, mais son salaire d'inspectrice des impôts et le modeste revenu de Gilles ne leur permettent pas de maintenir le niveau de vie que je considère approprié pour mon petit-fils. Mon téléphone vibre. Un message de Gilles. Tiphaine dit que nous sommes occupés samedi. On peut reporter à dimanche? Je sais que c'est un mensonge. Tiphaine ne veut tout simplement pas venir. Eh bien, j'ai un moyen de la faire changer d'avis. Dimanche ne m'arrange pas. Je voulais discuter des frais de scolarité d'Olivier pour HEC samedi. C'est cher, mais je suis prête à couvrir les coûts. Si vous ne venez pas, je supposerai que vous avez trouvé une autre source de financement. J'envoie la réponse et souris, imaginant la réaction de Tiphaine. 5 minutes plus tard, un nouveau message arrive. Nous serons là samedi à 17h. Merci pour l'invitation. Victoire. Je sais comment jouer à ce jeu. L'argent a toujours été mon atout, et je n'ai pas peur de l'utiliser quand il le faut. Gaston me disait calculatrice, mais c'est grâce à ma nature calculatrice que notre famille n'a jamais connu de difficultés financières. Et j'ai l'intention d'offrir la même stabilité à Olivier, même si cela signifie supporter l'entourage de sa mère. Je rentre à la maison en planifiant le menu de samedi. Je ferai quelque chose de traditionnel. Un rôti de bœuf pour Gilles et moi, et des lasagnes végétariennes pour Olivier et sa mère. Que Tiphaine voit que je peux être flexible quand je le veux. Ce sera ma petite démonstration de force. Le soir, en regardant les albums de photos de famille, je m'attarde sur une photo d'il y a 20 ans. Moi, Gaston et Gilles lors d'un pique-nique au bord du lac. Nous sourions à l'appareil photo. Gilles a son bras autour de mes épaules. Il venait de terminer l'université, toute sa vie devant lui. Je fixe son visage sur la photo, essayant de comprendre quand cette résignation est apparue dans ses yeux. Peut-être qu'elle a toujours été là et que je ne voulais tout simplement pas la voir. Je ferme l'album et le remets sur l'étagère. Le passé, c'est le passé. En ce moment, il est important de maintenir mon influence sur la famille de mon fils, surtout pour l'avenir d'Olivier. Le garçon mérite le meilleur, et je veillerai à ce qu'il obtienne, même si sa mère résiste. Je vais me coucher en pensant à la réunion de samedi. Je montrerai à Tiphaine qui prend les décisions importantes dans notre famille. Elle peut prétendre être une femme indépendante et moderne autant qu'elle le veut, mais à la fin, elle devra baisser la tête devant moi, tout comme mon fils l'a toujours fait. Le samedi s'est avéré frais et venteux. Dès le matin, je me suis affairée à préparer la visite de mon fils et de sa famille, passant l'aspirateur, époussetant les étagères et les cadres photos, même si la femme de ménage était passée jeudi. L'habitude de vérifier le travail des autres m'est restée de ma carrière de comptable. Non, pas seulement comptable. J'étais la chef comptable d'une entreprise avec un service financier de 26 personnes. Tous les rapports passaient entre mes mains et aucune erreur n'échappait à mon attention. À 14h, j'ai commencé à cuisiner. Un rôti selon la recette de ma mère, avec du bœuf, des carottes, des oignons et du thym. Pour Olivier et Tiphaine, j'ai préparé des lasagnes végétariennes avec des aubergines et des courgettes. J'ai mis la table dans la salle à manger avec le service en porcelaine que Gaston et moi avions reçu pour notre 25e anniversaire de mariage, des couverts en argent et des verres en cristal. Que Tiphaine voit à quoi devrait ressembler une table dans une maison respectable. Pas ces assiettes en plastique avec lesquelles elle nourrit ma chair et mon sang, mon unique petit-fils. À 16h45, je me suis changée pour une robe bleu marine avec une broche en perles, je me suis coiffée et j'ai retouché mes lèvres. À mon âge, beaucoup de femmes se laissent aller, mais je considère cela comme un signe de faiblesse. Une femme doit toujours être à son avantage, surtout lorsqu'elle reçoit des invités, même si ces invités sont sa propre famille.
La sonnette a retenti à 17 heures précises. La ponctualité était la seule qualité que je pouvais approuver chez Tiphaine, si je ne savais pas que ce n'était pas par respect pour moi, mais parce qu'elle voulait en finir avec son devoir et partir. Mamie. Olivier a été le premier à entrer dans la maison, grand pour ses 12 ans, un sac à dos sur l'épaule. Je t'ai apporté quelque chose. Il a sorti un petit paquet de son sac à dos. C'est un marque-page. Je l'ai fait moi-même en cours de technologie. Le marque-page en bois était couvert d'un motif complexe gravé, pas très habilement, mais avec application. C'est très beau. Je me suis permis un sourire fugace. Bon travail, Olivier. Tu as clairement un talent pour le travail manuel. Ça vient de ton grand-père. Il aimait aussi bricoler. Mon fils l'a suivi et s'est penché pour m'embrasser sur la joue. Il sentait l'eau de Cologne que je lui avais offerte à Noël dernier. C'était agréable qu'il écoute mon avis sur quelque chose. Bonjour, maman. Tu as l'air en forme. Tu as maigri, ai-je dit en le regardant d'un œil critique. Tiphaine ne te nourrit plus du tout avec ses idées végétariennes. Justement, Tiphaine est apparue dans l'encadrement de la porte, une bouteille de vin à la main. Gilles a décidé de réduire la viande lui-même, pour sa santé. Elle était impeccable, comme toujours. Pantalon strict, chemisier, maquillage minimal. À 44 ans, elle avait gardé la ligne. Je sais qu'elle court le matin et va dans un studio de yoga à la mode. Une perte de temps et d'argent à mon avis. J'espère que ça n'affecte pas ses performances, ai-je dit, en prenant la bouteille sans même regarder l'étiquette. Les hommes ont besoin de protéines, surtout s'ils travaillent avec leur cerveau. Je me sens très bien, maman, intervint Gilles. Mais ses paroles furent noyées par l'échange de politesse entre ma belle-fille et moi. Laissez-moi vous aider en cuisine, proposa Tiphaine avec ce ton spécial qu'elle utilise quand elle veut montrer à quel point elle est une belle-fille attentionnée. Non, j'ai déjà tout préparé, ai-je répondu en me dirigeant vers la salle à manger. Entrez, asseyez-vous. Olivier, aide ta grand-mère à apporter les plats. Dans la cuisine, pendant que nous mettions la nourriture dans les assiettes, j'ai interrogé mon petit-fils sur l'école. Comment va ton projet de physique? Ton père m'a dit que tu avais gagné un prix. Oui, la première place à la foire des sciences de l'école. Olivier s'est animé. J'ai construit un modèle de centrale hydroélectrique qui produisait réellement de l'électricité. Monsieur Patterson a dit que j'avais un talent pour l'ingénierie. L'ingénierie. Géocéen. Sourcils. Et la finance. Je pensais que tu allais suivre les traces de ton père et de ton grand-père. Je ne sais pas. Le garçon a hésité. J'aime mieux les sciences exactes et la conception. Dans la vie, ce n'est pas ce que tu aimes qui compte, mais ce qui apporte la stabilité, ai-je dit en plaçant les assiettes sur un plateau. Mais tu as encore le temps d'y réfléchir. L'essentiel est d'entrer dans une bonne école. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Dans la salle à manger, Tiphaine et Gilles parlaient tranquillement de quelque chose, mais ils se sont tus quand nous sommes apparus. Il n'était pas difficile de deviner qu'ils parlaient de moi. De la viande pour toi, Gilles, ai-je dit en plaçant une grande assiette devant mon fils. Et des lasagnes végétariennes pour Tiphaine et Olivier. Je me souviens de vos préférences. Merci, Bérénice. Tiphaine a souri avec raideur. Ça a l'air délicieux. J'ai versé du vin dans les verres pour moi et les jeunes parents, et du jus de pomme dans un verre en cristal pour Olivier. Le garçon rayonnait, se sentant adulte à cette table élégante. Au succès d'Olivier, ai-je levé mon verre. Et à son avenir à HEC. En fait, mamie. Olivier jeta un coup d'œil à sa mère. Je pense plutôt à Polytechnique. Ils ont un excellent programme d'ingénierie. J'ai failli m'étouffer avec mon vin. Polytechnique. Mais ce n'était pas dans nos plans. HEC est une tradition familiale. Ton grand-père y est allé, et ton père aurait pu si. Je me suis arrêtée, remarquant le regard d'avertissement de Gilles. Si ce n'était pas pour sa santé fragile et mon inquiétude pour lui, il serait allé à HEC au lieu de l'université locale. Mais ce n'était pas le moment des explications. Polytechnique est l'une des meilleures écoles du pays, intervint Tiphaine. Et si Olivier veut étudier l'ingénierie, c'est l'endroit idéal pour lui. Et qui va payer pour ça? J'ai coupé un morceau de rôti et l'ai mis dans ma bouche, en mâchant avec un soin exagéré. Polytechnique coûte une fortune. On se débrouillera. Tiphaine se redressa. Nous avons des économies. Vraiment.
Je n'ai pas caché mon scepticisme. Avec votre salaire de fonctionnaire et la paie modeste de Gilles? J'en doute. Maman, Gilles posa sa fourchette. On peut prendre un prêt étudiant. Beaucoup de gens le font. Et ensuite payer des intérêts pendant des années. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas malin, surtout quand il y a une autre option. Je suis prête à payer intégralement les études d'Olivier à HEC. Pas de prêt, pas de dette. C'est très généreux, mamie. Olivier a souri avec incertitude. Mais je veux vraiment aller à Polytechnique. J'ai déjà regardé leur programme et j'ai même envoyé un email à l'un des professeurs. Il a dit que mon projet de centrale hydroélectrique était très prometteur. Tu as 12 ans. J'ai regardé mon petit-fils avec une chaleur que je me permettais rarement. Tu auras le temps de changer d'avis 100 fois. Tu aimes la physique maintenant, mais dans un an, tu t'intéresseras à autre chose. Olivier s'intéresse à l'ingénierie depuis 3 ans. Tiphaine a pris une gorgée de vin. Et son intérêt ne fait que grandir. Je pense que nous devrions soutenir sa passion pour la science. Passion. J'ai à peine réprimé un ricanement. Les enfants de 12 ans n'ont pas de passion, seulement des passe-temps. Les décisions sérieuses doivent être prises par les adultes, en pensant à l'avenir de l'enfant. C'est exactement ce que nous faisons. Tiphaine posa sa fourchette. Polytechnique lui donnera des perspectives dans un domaine qui l'intéresse vraiment. Ne pensez-vous pas que ces intérêts sont le résultat de votre influence? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vous avez toujours voulu qu'Olivier soit différent, pas comme son père. Plus courageux, plus décidé. Avez-vous honte de votre mari, Tiphaine? Un lourd silence s'est abattu sur la table. Gilles fixait son assiette. Olivier promenait son regard confus d'un adulte à l'autre. Je suis fière de mon mari, a finalement dit Tiphaine d'un ton glacial. Et de mon fils. Et je veux qu'Olivier ait la possibilité de poursuivre ses propres intérêts, pas les attentes de quelqu'un d'autre. Les siens. J'ai souri avec scepticisme. Ou ceux que vous lui avez imposés. Gilles, à son âge, pensait aussi qu'il voulait étudier l'histoire. Puis il a réalisé que la comptabilité était un choix plus pratique. Il n'a pas réalisé. Tiphaine a haussé la voix. Vous l'avez convaincu. Vous avez toujours pris toutes ces décisions à sa place, sans jamais lui donner la chance de choisir par lui-même. Tiphaine, s'il te plaît. Gilles est finalement intervenu, sa voix suppliante. Ne commençons pas. Non, Gilles. Elle s'est tournée vers son mari. Combien de temps vas-tu rester silencieux? Depuis 12 ans, je regarde ta mère contrôler chaque aspect de nos vies. La maison où nous vivons, l'éducation d'Olivier, même nos vacances en famille. Et tout ça parce que tu ne peux jamais lui dire non. Je fais tout ce que je peux pour ma famille. Gilles avait l'air acculé. Je suis reconnaissant à ma mère pour son aide. Son aide. Tiphaine a ri amèrement. Ce n'est pas de l'aide. C'est du contrôle. Elle achète ta loyauté en te faisant te sentir redevable. Tu te souviens comment elle était contre notre mariage? Comment elle a essayé de te convaincre de rompre avec moi? Et maintenant, elle veut contrôler l'avenir de notre fils. Je propose simplement de payer pour son éducation. Je suis resté calme malgré la tempête qui faisait rage en moi. Si vous préférez vous endetter pendant 20 ans, c'est votre droit. Mais je ne financerai pas des fantaisies d'ingénieur. C'est soit HEC, soit vous vous débrouillez seul. Tu vois, Tiphaine s'est tournée vers son mari. C'est toujours la même chose. Elle pose des conditions et s'attend à ce que nous obéissions parce qu'elle a l'argent. Elle a de l'argent, dit Gilles doucement, sans lever les yeux de son assiette. Et nous non. Du moins, pas autant. Et à qui la faute? Je ne pouvais pas laisser passer l'occasion. Si tu avais montré un peu d'ambition, tu pourrais être directeur financier au lieu d'un simple comptable. Mais tu as toujours choisi la facilité. La facilité. Tiphaine a bondi, renversant son verre de vin. Le liquide rouge s'est répandu sur la nappe blanche comme neige. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il a traversé. Votre fils souffre d'anxiété chronique depuis son adolescence. Il a peur de prendre des décisions parce que vous avez passé toute sa vie à lui dire qu'il est incapable de faire le bon choix. Tiphaine, non. Gilles avait l'air complètement misérable. Si, je le ferai. Elle s'est tournée vers moi. Savez-vous que votre fils voit un thérapeute depuis 5 ans? Qu'il prend des antidépresseurs? Qu'il se réveille parfois au milieu de la nuit avec des crises de panique?
Non, bien sûr que non, parce qu'il a peur de vous le dire. Il a peur de votre déception, de votre jugement. J'ai regardé mon fils, qui semblait maintenant aussi petit et sans défense qu'un enfant lors de ses crises d'asthme. C'est vrai, Gilles. Ma voix semblait étonnamment douce. Il a hoché la tête, sans lever les yeux. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Parce que je ne voulais pas t'inquiéter. Il m'a finalement regardé. Je ne voulais pas que tu penses que j'étais faible. Tu n'es pas faible. J'ai tendu la main sur la table et touché ses doigts. Tu es mon fils. J'ai toujours voulu le meilleur pour toi. Le meilleur selon vos standards, dit Tiphaine, toujours debout, les mains tremblantes. Mais et si vos standards ne lui convenaient pas? Et s'il voulait autre chose? Qu'est-ce qu'il veut? J'ai regardé ma belle-fille. Vous parlez comme si vous le connaissiez mieux que moi, sa mère. Je suis sa femme. Tiphaine a croisé les bras sur sa poitrine. J'ai vécu avec lui pendant 12 ans. Et oui, je le connais mieux. Je sais qu'il déteste son travail. Qu'il rêvait de devenir professeur d'histoire. Qu'il se sent comme un échec parce qu'il n'a pas été à la hauteur de vos attentes. Gilles. J'ai de nouveau regardé mon fils. C'est vrai. Il est resté silencieux si longtemps que je ne m'attendais pas à une réponse. Finalement, il a pris une profonde inspiration et a hoché la tête. J'ai toujours voulu enseigner, même à l'université. Mais tu étais si fier que je suive tes traces. Je ne pouvais pas te décevoir. Nous sommes restés assis en silence, un silence seulement rompu par le tic-tac de l'horloge murale. J'ai soudain réalisé qu'Olivier était toujours là, témoin silencieux de notre conflit familial. Ses yeux étaient grands ouverts, remplis de confusion. Olivier, j'ai essayé de sourire. Pourquoi n'irais-tu pas au salon? Il y a de nouvelles revues scientifiques que j'ai achetées spécialement pour toi. Non. Le garçon a secoué la tête. Je reste. Ça me concerne aussi. Il y avait une assurance dans sa voix que Gilles n'avait jamais eue à cet âge. J'ai reconnu le ton de Tiphaine. Décidé. N'admettant aucune discussion. Très bien, me suis-je redressé. Puisque nous avons tous décidé d'être honnêtes, continuons. Gilles, si tu es si malheureux dans ton travail, pourquoi n'en changes-tu pas? Tu es un homme adulte, 52 ans. Personne ne te force à rester dans la comptabilité. Parce que j'ai peur, dit-il si doucement que je pouvais à peine l'entendre. J'ai peur de recommencer à zéro. J'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur que sans ton soutien, nous perdions tout. Notre maison, les opportunités d'Olivier. Je ne retirerai jamais mon soutien à Olivier, ai-je objecté. C'est mon petit-fils, ma chair et mon sang. Mais vous venez de le faire. Tiphaine s'est de nouveau assise, sa voix plus calme. Vous avez dit que vous ne paieriez pas pour ses études s'il n'allait pas à l'école que vous vouliez pour lui. J'ai ouvert la bouche pour argumenter, mais j'ai réalisé qu'elle avait raison. C'était exactement ce que j'avais dit. Je veux juste qu'il ait la meilleure éducation, ai-je dit en me tournant vers mon petit-fils. HEC, c'est le prestige, les relations, un avenir. Polytechnique est prestigieux aussi. Olivier a rejoint la conversation pour la première fois. Et ils ont le meilleur programme d'ingénierie du pays. Je veux créer des choses, mamie. Construire des ponts, concevoir des centrales électriques, inventer de nouvelles sources d'énergie. Je ne veux pas travailler avec des chiffres dans un bureau comme papa. La dernière phrase est restée en suspens, exposant l'essence de notre conflit. Olivier ne voulait pas répéter le destin de son père. Tiphaine ne voulait pas que l'histoire se répète. Et moi, je ne savais pas ce que je voulais, sauf que ma famille soit heureuse et réussisse. J'y réfléchirai, ai-je finalement dit à propos de Polytechnique. Peut-être que tu as raison, Olivier. Et que c'est vraiment le meilleur choix pour toi. Tiphaine avait l'air surprise. Même Gilles m'a regardé avec incrédulité. Vraiment. Olivier rayonnait. Tu vas vraiment y réfléchir. Oui. J'ai hoché la tête. Mais je veux que tu me promettes quelque chose. Quoi? Olivier s'est tendu. Que tu feras de ton mieux, que tu ne perdras pas de temps avec des bêtises, que tu me prouveras que j'ai eu raison. Je te le promets, a-t-il hoché la tête sérieusement. Bien, je me suis tourné vers Gilles. Et toi, mon fils, tu dois me parler davantage de tes problèmes. Je veux aider si je peux. Merci, maman. Il avait l'air comme si un lourd fardeau avait été levé de ses épaules. Le dîner s'est poursuivi dans une atmosphère tendue,
mais plus hostile. Nous avons discuté des réussites scolaires d'Olivier, des nouvelles locales, du temps, des sujets sûrs, qui ne risquaient pas de dégénérer en un nouveau conflit. Tiphaine a à peine participé à la conversation, ne me jetant qu'occasionnellement des regards évaluateurs, comme pour essayer de déterminer si j'étais sincère dans mon soudain adoucissement. Quand est venu le moment du dessert, tarte aux pommes pour Gilles et moi, salade de fruits pour Tiphaine et Olivier, j'ai senti l'atmosphère s'alléger un peu. Gilles a même plaisanté sur son collègue qui confond constamment débit et crédit, et nous avons tous ri. Mais je voyais que Tiphaine était toujours sur ses gardes. Elle ne croyait pas en ma transformation. Et pour être honnête, elle avait raison. Je n'avais pas changé. J'avais juste réalisé que je devais agir avec plus de prudence si je voulais maintenir une relation avec ma famille, en particulier mon petit-fils. Quand ils étaient sur le point de partir, j'ai serré Olivier dans mes bras et lui ai murmuré à l'oreille. « Mamie est fière de toi. Quoi que tu choisisses. » Son visage s'est illuminé d'une joie si authentique que j'ai presque regretté ma duplicité. Presque. J'ai dit à Gilles, « Appelle-moi demain. Nous devons avoir une conversation sérieuse sur ton état. » Il a hoché la tête, mais j'ai vu l'alarme dans ses yeux. Il savait que la conversation ne serait pas facile. Tiphaine et moi avons échangé des adieux froids. Pas d'accolade, pas de promesse de se revoir bientôt, juste un « au revoir », sec et un signe de tête à peine perceptible. Quand la porte s'est refermée derrière eux, je suis retournée dans la salle à manger et j'ai commencé à débarrasser la table. Une tache de vin rouge sur la nappe a attiré mon attention. Symbolique, ai-je pensé. Notre relation est aussi tachée, et ces taches ne peuvent pas être effacées. Mais tant que j'ai de l'argent, tant que la famille de Gilles dépend de moi financièrement, je garde le contrôle. Et je n'ai pas l'intention de le perdre. Malgré toutes les tentatives de Tiphaine pour libérer son mari et son fils de mon influence. Qu'elle pense avoir gagné aujourd'hui, qu'elle m'a fait reculer. Je sais attendre mon heure et frapper quand mon adversaire s'y attend le moins. Après tout, je ne suis pas devenue la chef comptable d'une grande entreprise pendant toutes ces années pour rien. Je sais comment manipuler les chiffres et les gens, et Tiphaine a encore beaucoup à apprendre. 3 jours passèrent après le dîner de samedi. Pendant ce temps, Gilles ne m'a jamais appelé pour la « conversation sérieuse » que j'avais suggérée. Typique de lui, évitant la confrontation à tout prix. Cependant, je n'ai pas insisté. J'avais besoin de temps pour réfléchir à ma stratégie. Mercredi matin, j'ai décidé de rendre visite à mon fils. Je ne les ai pas prévenus à l'avance. J'aime l'effet de surprise. Tiphaine devait être au travail. Olivier à l'école. Le moment parfait pour parler à Gilles seul. J'ai appelé un taxi. À mon âge, je ne conduis plus, surtout après ce petit accident de l'année dernière. Gaston conduisait toujours, et après sa mort, j'ai essayé de conduire moi-même pendant un certain temps, puis j'ai décidé qu'il était plus sûr d'utiliser des services professionnels. La famille de mon fils vit dans une banlieue tranquille de Beauval. C'est une maison à 2 étages avec un petit jardin bien entretenu et un garage pour 2 voitures. Je l'ai acheté il y a 11 ans, lorsqu'il est devenu évident que le petit appartement loué ne convenait pas à Olivier, qui grandissait. La maison est enregistrée à mon nom. Une sage précaution, comme il s'est avéré. Le taxi s'est arrêté devant le portail à 10h30 précise. J'ai payé le chauffeur, refusant son aide, et me suis dirigé vers la porte d'entrée. À ma grande surprise, la voiture de Tiphaine était garée dans l'allée, une berline bleu foncé, pratique et sans prétention, comme elle. Étrange. Elle devrait être à son bureau au centre des impôts. Peut-être a-t-elle pris sa journée. Où travaille-t-elle à domicile? En tout cas, il était trop tard pour reculer. J'ai appuyé sur la sonnette. Gilles a ouvert la porte, vêtu de vêtements d'intérieur, une tasse de café à la main. En me voyant, il s'est visiblement tendu. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Ai-je besoin d'une raison pour rendre visite à mon propre fils? » Je suis passé devant lui dans le couloir sans attendre d'invitation. D'ailleurs, nous avions convenu de parler. Tu n'as pas appelé. J'allais le faire. J'avais juste beaucoup de travail. Il s'est frotté le cou avec un geste que je connaissais depuis son enfance, un signe certain de nervosité. Tu es à la maison un jour de travail. Je lui ai jeté un regard critique. Tu es malade. Non, je suis en télétravail aujourd'hui. C'est la nouvelle politique de l'entreprise. 2 jours par semaine, on peut travailler de la maison. C'est surprenant qu'à notre époque, on paie des gens qui ne viennent même pas au bureau. J'ai enlevé mon manteau et le lui ai tendu. J'espère que ta productivité n'en souffre pas.
Je n'aurais jamais permis ça dans mon service. Gilles a suspendu mon manteau dans le placard, ses épaules s'affaissant visiblement. Maman, je travaille tout aussi dur, juste dans un endroit différent. En fait, je peux faire plus de choses à la maison parce que personne ne me dérange. Sauf ta femme, qui est aussi à la maison pendant les heures de travail, pour une raison quelconque. J'ai fait un signe de tête vers la voiture devant la fenêtre. Tiphaine est aussi en télétravail aujourd'hui. Nous avons des horaires synchronisés. Comme c'est mignon. Vous êtes le couple parfait, ai-je dit, sans cacher mon sarcasme. Et où est-elle? Dans son bureau à l'étage. Elle est en visioconférence, donc nous pouvons parler sans qu'elle nous interrompe. Parfait. Je me suis dirigée vers le salon, sachant que mon fils me suivrait. Tu offrirais un café à ta mère? Gilles a hoché la tête en silence et a disparu dans la cuisine. J'ai regardé le salon. Il était propre et bien rangé, mais il y avait trop de désordre créatif sur les étagères. Clairement l'influence de Tiphaine. Elle aimait ces magazines de design moderne qui conseillaient de créer un « chaos douillet » au lieu d'une symétrie stricte. Sur les murs, des photos de leur petite famille, Gilles, Tiphaine et Olivier devant l'océan. Olivier avec un prix scientifique, Gilles et Tiphaine le jour de leur mariage. Je ne suis sur aucune de ces photos, ce qui n'est pas surprenant. Gilles est revenu avec un plateau. Café, sucre, crème, biscuits, tout ce que j'aime. Merci, ai-je dit en prenant une tasse et en sirotant. Fort, chaud, avec un peu de crème. Il se souvenait de mes préférences, ce qui m'a un peu adouci. Alors, tu voulais me dire quelque chose sur ton état? Gilles s'est assis en face de moi, ses doigts tapotant nerveusement la coudoir. Oui, je ne sais pas par où commencer. Commence par le début, j'ai posé ma tasse. Tiphaine a dit que tu voyais un thérapeute et que tu prenais des antidépresseurs. C'est vrai. Il a hoché la tête, évitant mon regard. Il y a 5 ans, j'ai eu une grave crise de panique au travail. J'ai cru que j'allais mourir. Je ne pouvais plus respirer, mon cœur battait la chamade, tout tournait devant mes yeux. On m'a emmené en ambulance. Le médecin a dit que ce n'était pas une crise cardiaque, mais une crise de panique causée par un trouble anxieux chronique. Et tu n'as jamais pensé qu'il était important de m'en parler? J'ai essayé de paraître concernée plutôt qu'accusatrice, même si je bouillais de ressentiment à l'intérieur. Je suis ta mère. Je dois savoir ces choses. Je ne voulais pas t'inquiéter. Il m'a finalement regardé. Tu as toujours dit que les problèmes psychologiques n'étaient qu'un manque de volonté, que les vrais hommes devaient gérer leurs émotions seuls. Ces mots m'ont frappé plus durement que prévu. J'avais dit ça, quand Gilles se plaignait de l'anxiété des examens à l'adolescence, je lui avais dit de se ressaisir. Quand il pleurait parce que ses camarades de classe le taquinaient, je lui avais conseillé de ne pas être si sensible. Je pensais le rendre plus fort, mais en réalité, c'est Tiphaine qui a insisté pour la thérapie, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Oui, elle a remarqué que je n'allais pas bien, que j'étais constamment inquiet, que je dormais mal, que j'évitais tout conflit au travail, même à mon détriment. Elle a trouvé un bon spécialiste et il m'a vraiment aidé. Et que dit ce spécialiste sur les raisons de ton état? Je ne pouvais cacher mon scepticisme. Je parie qu'il blâme ton enfance et moi pour tout, n'est-ce pas? Gilles a soupiré. Maman, il ne s'agit pas de blâmer. Oui, nous avons parlé de mon enfance, de la façon dont j'ai toujours eu peur de te décevoir. Mais la thérapie ne consiste pas à trouver un coupable. Il s'agit d'apprendre à vivre une vie saine maintenant. Et tu y arrives. J'ai essayé que ça ne sonne pas trop sarcastique. Oui, je vais mieux. Les crises de panique ont presque disparu. J'arrive à m'affirmer au travail. Il a souri faiblement. Je me dispute même parfois avec toi. Oui, j'ai remarqué. J'ai pincé les lèvres. Surtout quand il s'agit de Tiphaine ou d'Olivier. C'est ma famille, maman. Sa voix s'est affermie. Je dois les protéger, même si cela signifie ne pas être d'accord avec toi. Les protéger de moi. J'ai senti une vague d'indignation monter en moi. De la femme qui t'a tout donné, qui t'a élevé seule après la mort de ton père, qui t'a fait faire des études, qui t'a aidé dans ta carrière, qui a acheté une maison pour ta famille. Tu as fait beaucoup pour moi, et je t'en suis reconnaissant. Gilles s'est redressé sur sa chaise. Mais tu dois comprendre que je ne suis plus un enfant. J'ai 52 ans. J'ai une femme, un fils, une vie propre. Je dois prendre mes propres décisions.
Et comment ça marche pour toi? Je n'ai pas pu retenir le sarcasme. Tu es toujours au même poste qu'il y a 20 ans. Ton salaire couvre à peine tes dépenses de base. Sans mon aide, tu n'aurais pas pu donner une éducation décente à Olivier. Est-ce le résultat de tes propres décisions? Son visage a pâli, comme toujours quand je touchais le sujet sensible de ses échecs professionnels. Je sais que je n'ai pas été à la hauteur de tes attentes, a-t-il dit si doucement que je l'ai à peine entendu. Mais j'essaie d'être un bon père et un bon mari. N'est-ce pas plus important? Bien sûr que c'est plus important. J'ai adouci mon ton. Mais une partie du rôle d'un bon père est de subvenir aux besoins de sa famille. Parce que tu ne m'as jamais donné la chance de le faire moi-même. Sa voix s'est soudainement renforcée. Tu t'es toujours ingéré, tu as toujours contrôlé, tu as toujours mieux su. Même quand Tiphaine et moi nous sommes mariés, tu as insisté pour un contrat de mariage, alors que je n'avais pratiquement rien. Tu m'as fait ouvrir un compte joint à ton nom pour aider à la gestion financière. Tu nous as acheté une maison, mais tu l'as mise à ton nom pour que nous nous sentions toujours endettés envers toi. J'étais stupéfaite par son explosion soudaine. Mon fils calme et facile à vivre ne m'avait jamais parlé comme ça auparavant. J'ai fait tout ça pour ton bien. Ma voix a vacillé. Tu as toujours été vulnérable. Je te protégeais simplement. De quoi? De l'indépendance? De faire des erreurs et d'en tirer des leçons? Il a secoué la tête. Tu ne me protégeais pas, maman. Tu me contrôlais. Et tu le fais toujours. À ce moment, des bruits de pas ont retenti dans les escaliers. Tiphaine descendait, vêtue d'un tailleur pantalon strict, une tablette à la main. En me voyant, elle s'est arrêtée à mi-chemin. Bérénice. Elle a hoché la tête, sans cacher sa surprise. Je ne savais pas que vous veniez. Décision spontanée. J'ai souri avec tension. Je voulais parler à mon fils seul, de choses importantes. Je vois. Tiphaine a jeté un coup d'œil à Gilles, qui avait l'air de vouloir disparaître sous terre. Tout va bien. Oui, juste une conversation de famille. Il a essayé de sourire, mais c'est sorti peu convaincant. Je vois. Elle est descendue dans le salon. J'ai terminé la conférence plus tôt que prévu. Voulez-vous un café, puisque vous avez servi Bérénice? Il y avait une légère note de défi dans sa voix. J'ai remarqué que Gilles se tendait, signe classique d'un homme pris entre deux femmes fortes. Bien sûr, a-t-il dit en se levant. Je vais en chercher. Quand il est parti, Tiphaine et moi étions seuls. Elle s'est assise dans le fauteuil que Gilles venait de quitter et m'a regardé d'un air direct et évaluateur. Alors, de quoi parliez-vous? De la santé de Gilles? J'ai décidé d'être franche. De son anxiété, de sa thérapie, de ses antidépresseurs. Tout ce que vous m'avez caché pendant si longtemps. Nous n'avons rien caché. Elle a haussé les épaules. Gilles a décidé de ne pas vous le dire. Il avait peur de votre réaction. Et à juste titre. J'ai pincé les lèvres. Je suis choquée que mon fils souffre depuis des années et que je n'en sache rien. Que mon unique enfant pense que je suis si sans cœur qu'il ne peut pas partager ses problèmes avec moi. N'a-t-il pas raison? Tiphaine s'est penchée en avant. Vous venez de le critiquer pour ses échecs professionnels alors que vous connaissez ses problèmes d'anxiété. Vous parlez de déception alors que vous devriez être fier qu'il puisse travailler, compte tenu de son état. Ne me dites pas ce que je devrais ressentir pour mon propre fils. Je sentais que je bouillais. Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai traversé pour l'élever, pour lui donner le meilleur. Je sais, a-t-elle répondu avec un calme inattendu. Gilles m'a beaucoup parlé de son enfance. Comment vous l'avez protégé de tout, des amitiés avec les mauvais enfants, du sport, de prendre ses propres décisions. Comment vous avez choisi sa carrière, son université, même son travail. Comment vous l'avez fait croire qu'il était impuissant sans vous. Ce n'est pas vrai. J'ai haussé la voix. Je le guidais simplement. Il a toujours été sensible, peu sûr de lui. Il avait besoin de conseils. Des conseils? Oui. Un contrôle total? Non. Tiphaine a secoué la tête. Vous ne l'avez pas élevé pour être indépendant. Vous ne lui avez pas appris à croire en lui. Vous l'avez gardé dans une cage dorée de dépendance. Gilles est revenu avec du café pour Tiphaine, et elle lui a souri avec reconnaissance. Ce sourire, plein de chaleur et de compréhension, m'a frappé d'une envie inattendue. Quand m'avait-il souri comme ça pour la dernière fois? De quoi parliez-vous? A demandé Gilles en s'asseyant sur le canapé entre nous.
De ton éducation, a dit Tiphaine en prenant une gorgée de café. J'essayais d'expliquer à ta mère que sa surprotection t'a fait du mal. Tiphaine, non. Gilles avait de nouveau l'air tendu. C'est du passé. Non, ce n'est pas du passé. Elle a secoué la tête. Ça continue. Ta mère contrôle toujours nos vies par l'argent. Et j'ai peur que la même chose arrive à Olivier. Ne mêlez pas mon petit-fils à ça, ai-je prévenu en levant le doigt. Tout ce que je le fais pour son avenir. Comme vous l'avez fait pour l'avenir de Gilles. Tiphaine a souri avec mépris. Et regardez le résultat. Un homme adulte qui a peur de sa propre ombre, qui ne peut pas prendre de décision sans regarder par-dessus son épaule vers sa mère, qui a souffert d'anxiété pendant des années. Tiphaine, s'il te plaît. Gilles a regardé sa femme avec imploration. Non, Gilles, assez de ton silence. Elle s'est tournée vers lui. Depuis 12 ans, je te vois te recroqueviller chaque fois que ta mère appelle. Comment tu t'excuses d'avoir ta propre opinion? Comment tu la laisses te manipuler par la culpabilité? Ce n'est pas sain. J'essaie de changer, a-t-il dit doucement. Tu vois bien que je vais mieux. Oui, mais seulement parce que tu vois un thérapeute depuis des années, s'est-elle exclamée. Tu as 52 ans, Gilles. À ton âge, les hommes devraient être au sommet de leur force et de leur confiance, et tu te bats encore avec les conséquences de ton enfance. Je les ai regardés, sentant la colère monter en moi. Cette femme osait me blâmer pour les problèmes de mon fils. Elle qui ne le connaissait que depuis 12 ans, alors que je le connaissais toute sa vie. Vous parlez comme si j'avais délibérément fait du mal à mon enfant. Ma voix tremblait de colère contenue. J'ai toujours voulu le meilleur pour lui. Vos bonnes intentions n'annulent pas les dommages que vous avez causés, a dit Tiphaine, en me regardant droit et fermement. Vous n'avez pas élevé un homme. Vous avez créé un problème. Les mots sont restés en suspens, comme un coup de fouet. J'ai senti le sang quitter mon visage. Personne n'avait jamais osé me parler comme ça auparavant. J'ai regardé Gilles, m'attendant à ce qu'il me défende, qu'il dise à sa femme qu'elle avait dépassé les bornes. Mais il était assis, la tête baissée, fixant silencieusement ses mains. Il n'a défendu ni sa mère, ni sa femme. Gilles. Ma voix semblait inhabituellement faible. Vas-tu la laisser parler de nous comme ça? De notre famille? Il a levé les yeux vers moi, ses yeux pleins de douleur et d'épuisement. Maman, Il s'est tu, cherchant les mots justes. Tiphaine est dure, mais il y a une part de vérité dans ce qu'elle dit. J'ai grandi peu sûr de moi, et j'ai passé toute ma vie à avoir peur de te décevoir. Trahison. C'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Mon propre fils admettait que cette parvenue avait raison. Je me suis lentement levée de la chaise, rassemblant la dignité qu'il me restait. Je vois que ma présence ici n'est pas la bienvenue. Je ne vous retiendrai pas. Maman, ne pars pas. Gilles s'est levé, tendant la main. Parlons calmement. Je pense que nous avons dit tout ce que nous avions à dire. Je me suis dirigée vers le couloir où était suspendu mon manteau. Tiphaine a exprimé son opinion sur mon éducation et tu l'as soutenue par ton silence. Je comprends tout. Bérénice. Tiphaine s'est également levée. Nous devons discuter de cela comme des adultes. Pour le bien d'Olivier, sinon pour le nôtre. N'osez pas mêler mon petit-fils à ça, ai-je lâché en me détournant. Et ne me dites pas quoi faire dans ma propre maison. C'est notre maison, a dit Gilles doucement. Nous y vivons depuis 11 ans. La maison est à mon nom, lui ai-je rappelé froidement. Ainsi que la moitié de vos factures. Ne l'oubliez pas. J'ai vu Tiphaine se tendre, ses yeux se plisser. Alors c'est ça. Encore des menaces? Encore le contrôle financier? Ce n'est pas une menace. C'est un constat, ai-je dit en enfilant mon manteau. Je vais appeler un taxi. Ne me raccompagnez pas. J'ai quitté la maison, claquant la porte plus fort que je ne le voulais. Mes mains tremblaient en sortant mon téléphone pour appeler un taxi. Les mots de Tiphaine résonnaient dans ma tête. Vous n'avez pas élevé un homme. Vous avez créé un problème. Comment osait-elle? Cette femme qui connaît principalement Gilles dans sa faiblesse. Qui n'a jamais vu le garçon brillant et curieux qu'il était. Comment je veillais à son chevet la nuit quand il avait des crises d'asthme. Comment j'ai renoncé à mes propres désirs pour lui donner le meilleur. Pendant que j'attendais un taxi, un plan s'est formé dans ma tête. Tiphaine pense qu'elle peut m'insulter dans ma propre maison en toute impunité.
qu'elle peut me blâmer pour les problèmes qu'elle a créés en transformant mon fils en un épave accro aux pilules et à la thérapie. Eh bien, il est temps de lui montrer qui prend les décisions dans cette famille. Quand je suis rentrée à la maison, la première chose que j'ai faite a été d'allumer mon ordinateur et de me connecter à ma banque en ligne. Gilles et moi avions un compte joint que nous avions ouvert quand il était à l'université. J'ai toujours insisté pour le conserver, même après son mariage, arguant que ce serait plus facile de l'aider financièrement de cette façon. Gilles a accepté à contre-cœur et avec le temps, ce compte est devenu le compte principal de leur famille. Les salaires y étaient déposés. Les factures en étaient payées. Bien sûr, Tiphaine avait un compte séparé. Elle était trop fière pour être complètement dépendante de l'argent commun, mais la plupart des dépenses familiales provenaient du compte joint auquel j'avais un accès total. J'ai parcouru l'historique des transactions du dernier mois. C'était là. La carte de crédit de Tiphaine était liée au compte. La carte elle-même était enregistrée à son nom, mais les fonds étaient débités du compte joint. Quelques clics de souris et j'ai bloqué sa carte. Le système a demandé confirmation. Êtes-vous sûr de vouloir bloquer la carte de l'utilisateur Tiphaine Fenwick? Oui, j'en suis sûr, ai-je cliqué, ressentant une étrange satisfaction. J'ai ensuite transféré la plupart des fonds sur mon compte personnel, ne laissant que de quoi payer les factures courantes de la maison et les charges. Enfin, j'ai changé mon mot de passe de la banque en ligne pour que Gilles ne puisse pas se connecter et annuler mes actions. Quand j'ai eu fini, je me suis adossée à ma chaise, ressentant un mélange de triomphe et d'amertume. Je savais que mes actions pouvaient endommager de manière irréparable ma relation avec mon fils et sa famille. Mais il devait comprendre. Il ne pouvait pas me traiter comme Tiphaine l'avait fait. Vous n'avez pas élevé un homme. Vous avez créé un problème. Ces mots continuaient de résonner dans ma tête, causant une douleur presque physique. Était-ce vrai? Avais-je vraiment brisé mon fils avec mon amour et mes soins? Non. J'ai chassé ces pensées. Tiphaine me manipulait simplement, essayant d'arracher Gilles de moi et de monter Olivier contre sa grand-mère. Mais elle n'y parviendrait pas. Je ne laisserai pas une parvenue détruire ce que j'ai construit pendant des décennies. Le téléphone a sonné environ 1 heure plus tard. Le nom de Gilles s'est allumé sur l'écran. Je n'ai pas répondu. Qu'elle souffre. Qu'elle ressente ce que c'est quand vos mots blessent quelqu'un de proche. 5 minutes plus tard, un message est arrivé. Maman, s'il te plaît, rappelle-moi. C'est urgent. J'ai ignoré celui-là aussi. Le téléphone a de nouveau sonné, mais cette fois, c'était Tiphaine. J'ai rejeté son appel sans hésitation. Le soir, j'avais 6 appels manqués et une douzaine de messages. Le dernier était de Gilles. Maman, pourquoi la carte de Tiphaine est-elle bloquée? Elle ne peut pas payer une facture importante. Et où est passé l'argent du compte? J'ai souri, imaginant la panique qui devait régner dans leur maison en ce moment. Tiphaine devait être furieuse. Peut-être qu'elle a enfin réalisé qu'il n'est pas bon de se frotter à une femme qui tient le bien-être financier de sa famille entre ses mains. Le matin était nuageux, ce qui correspondait parfaitement à mon humeur. Je me suis réveillée tôt, comme d'habitude, mais je suis restée longtemps au lit à réfléchir au conflit de la veille et à mes actions. Je ne regrettais rien. Non, Tiphaine méritait une leçon. Mais quelque part au fond de moi, un sentiment désagréable, semblable au doute, s'agitait. Avais-je vraiment bien fait? En regardant mon téléphone, j'ai vu 10 appels manqués et de nombreux messages. 7 appels de Gilles, 3 de Tiphaine. Dans le dernier message, mon fils écrivait « Maman, ce n'est plus drôle. Nous devons payer pour le traitement d'Olivier. S'il te plaît, rappelle-moi immédiatement. » Le traitement d'Olivier? Était-il arrivé quelque chose à mon petit-fils? J'ai sauté du lit, le cœur battant. J'ai immédiatement composé le numéro de mon fils. Gilles a répondu à la première sonnerie, comme s'il tenait le téléphone à la main. Maman, enfin. J'ai appelé toute la nuit. Qu'est-ce qui ne va pas avec Olivier? Je n'ai même pas dit bonjour. Tu as parlé de traitement dans ton message. Il fait une réaction allergique. Ce n'est pas mortel, mais nous devons acheter des médicaments d'urgence, et la carte de Tiphaine est bloquée, et il n'y a presque plus d'argent sur le compte. La voix de Gilles était tendue, avec une pointe de panique. Allergique à quoi? J'ai ressenti une pointe de culpabilité. Je n'avais pas pensé à la maladie de mon petit-fils. À un nouveau médicament pour l'asthme. Le médecin l'a prescrit la semaine dernière. Nous lui avons donné la première dose hier soir et il a développé une éruption cutanée et un gonflement. L'ambulance est venue et lui a fait une injection de prednisolone,
mais nous devons encore acheter des antihistaminiques et une pommade, et le système de paiement ne fonctionne pas. Je peux apporter l'argent, ai-je proposé, sortant déjà du lit. Non, ne viens pas, a-t-il dit, sa voix prenant un ton d'acier que je n'avais jamais entendu auparavant. Remets juste l'argent sur le compte et débloque la carte de Tiphaine. Tout de suite. Gilles, Maman, je ne veux pas discuter de ça maintenant. Mon fils a besoin de médicaments. Rends l'argent. J'étais stupéfaite par son ton. Mon fils, habituellement doux et conciliant, sonnait comme un étranger exigeant. D'accord, ai-je accepté. Je vais tout arranger tout de suite. Donne-moi 15 minutes. Sans perdre de temps pour le petit déjeuner, j'ai allumé mon ordinateur et me suis connectée à ma banque en ligne. J'ai débloqué la carte de Tiphaine et transféré l'argent sur notre compte joint. Puis j'ai appelé Gilles pour lui dire que j'avais tout fait. S'il te plaît, vérifie, ai-je demandé. L'argent devrait être là. Je l'ai entendu parler à quelqu'un. Tiphaine, je suppose. Puis il est revenu vers moi. Oui, l'argent est passé et la carte fonctionne. Tiphaine est en route pour la pharmacie. Comment va Olivier? J'ai essayé de paraître concernée. L'éruption s'aggrave, mais dans l'ensemble, il est stable. Ne t'inquiète pas. La dernière phrase sonnait sèche, sans sa chaleur habituelle. Puis-je venir? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? La pause a été si longue que j'ai cru que la ligne était coupée. Pas maintenant, maman, a-t-il finalement répondu. Nous avons besoin de temps pour digérer ce qui s'est passé. Gilles, je suis désolée, je dois y aller. Olivier m'appelle. Il m'a coupé la parole avant que je puisse m'expliquer. J'ai raccroché, ressentant un étrange vide à l'intérieur. Mon plan pour punir Tiphaine s'était retourné contre moi. Maintenant, j'avais l'air de la méchante qui avait mis en danger la santé de son propre petit-fils. Bien que, bien sûr, je ne pouvais pas savoir pour la réaction allergique. C'était juste une malheureuse coïncidence. La journée s'est écoulée lentement. J'ai essayé de m'occuper avec mes activités habituelles, lecture, ménage, regarder les nouvelles, mais mes pensées revenaient sans cesse à la famille de mon fils. Comment allait Olivier? Se sentait-il mieux? Que disaient Gilles et Tiphaine de moi? Le soir, je n'en pouvais plus et j'ai rappelé. Cette fois, Tiphaine a répondu. Bonjour, Bérénice. Sa voix était froide et formelle. Comment va Olivier? Ai-je demandé, ignorant sa froideur. Mieux. L'éruption a presque disparu et il n'a pas de fièvre. Il pourra aller à l'école demain. Dieu merci. J'ai poussé un sincère soupir de soulagement. Tiphaine, je voulais expliquer pour hier. Ne vous fatiguez pas, m'a-t-elle interrompu. C'est parfaitement clair. Vous avez décidé de me donner une leçon pour ce que j'ai dit. Vous avez utilisé l'argent comme un outil de contrôle. Rien de nouveau. Ce n'est pas si simple. J'ai essayé de trouver les mots justes. Vos paroles m'ont profondément blessé. Vous n'avez pas élevé un homme. Vous avez créé un problème. Pouvez-vous imaginer ce que cela fait à une mère? Je peux l'imaginer, a-t-elle dit. Et soudain, il y avait quelque chose comme de la sympathie dans sa voix. Et peut-être que j'ai été trop dure. Mais le fond reste le même. Votre éducation a fait du mal à Gilles. Et vos actions d'hier n'ont fait que confirmer mes paroles. Vous utilisez le pouvoir financier pour nous contrôler sans même penser aux conséquences. Je ne savais pas pour les allergies d'Olivier, me suis-je défendue. Si j'avais su, je n'aurais jamais. Il ne s'agit pas seulement des allergies, Tiphaine m'a de nouveau interrompu. Vous avez bloqué notre carte et pris l'argent sans penser au fait que nous pourrions avoir besoin de payer pour quelque chose d'urgent. C'est irresponsable et cruel. Je vais rendre tout l'argent et plus jamais. C'est trop tard, Bérénice. Sa voix était de nouveau glaciale. Gilles et moi avons déjà ouvert un nouveau compte à nos deux noms seulement. Tous les revenus futurs y seront versés. Nous fermerons le compte joint avec vous dès que nous aurons réglé toutes les formalités. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Il me coupait des finances familiales, mon principal levier d'influence. Mais qu'en est-il de la maison? De l'éducation d'Olivier? Ma voix m'a trahi, tremblante. Nous vous paierons un loyer pour la maison. Techniquement, elle est à vous. Ce n'est que justice. Quant à l'éducation d'Olivier, nous nous débrouillerons seuls. Nous prendrons un prêt étudiant s'il le faut. Mais je veux aider, ai-je presque crié. C'est mon petit-fils. Après hier,
votre aide semble trop dangereuse. Tiphaine a soupiré. Bérénice. Comprenez. Vous avez utilisé l'argent comme une arme contre nous. Nous ne pouvons plus vous faire confiance. Laissez-moi parler à Gilles, ai-je exigé. Il ne veut pas parler pour le moment. Il a besoin de temps. Et Olivier? Silence. Puis un léger soupir. Olivier sait ce qui s'est passé. Nous ne lui avons pas caché la vérité. Il est bouleversé. Il ne comprend pas comment sa grand-mère a pu faire ça. Ces mots m'ont fait le plus mal. Mon petit-fils, ma joie et mon espoir, me considéraient maintenant comme une méchante. S'il te plaît, explique-lui que je ne voulais pas de mal. Ma voix semblait pathétique, même à mes propres oreilles. Nous avons expliqué, mais c'est un garçon intelligent, Bérénice. Il comprend plus que vous ne le pensez. Une autre pause. J'ai entendu des voix étouffées en arrière-plan. Gilles veut te parler, a finalement dit Tiphaine. Je te le passe. Maman. La voix de mon fils était fatiguée et tendue. Nous devons mettre les choses au clair. Gilles, mon chéri, je suis tellement désolée pour hier. Les mots d'excuse sont sortis avec difficulté. J'ai agi de manière impulsive, sans réfléchir aux conséquences. Ce n'est pas une excuse. Il était inhabituellement ferme. Tu as mis en danger la santé de mon fils. Tu as utilisé ton pouvoir financier pour punir ma femme d'avoir exprimé son opinion. Une opinion très blessante, n'ai-je pu m'empêcher de dire. Peut-être. Mais cela ne te donne pas le droit au sabotage financier. C'est mon argent, Gilles. J'ai le droit de le dépenser comme je l'entends. Bien sûr. Sa voix est devenue encore plus froide. C'est pourquoi nous ne dépendrons plus de ton argent. Jamais. Mais comment allez-vous, vous débrouiller? J'étais sincèrement inquiète. Leurs revenus combinés suffisaient à peine à couvrir leurs dépenses courantes, sans parler des futures études d'Olivier. Ce n'est plus ton problème. Nous sommes des adultes et nous trouverons une solution. J'ai senti la panique monter en moi. Il s'éloignait, quittant mon influence, ma vie. Gilles, s'il te plaît, ne prenons pas de décision hâtive. J'admets que j'ai fait une erreur. Je suis prête à m'excuser auprès de Tiphaine, d'Olivier, de toi. Ne me repousse pas. Une autre pause. Je pouvais l'entendre respirer lourdement, comme s'il se débattait avec lui-même. Maman, je ne veux pas rompre. Tu es ma mère, et je t'aime quoi qu'il arrive. Mais nous avons besoin de limites. Des limites claires et infranchissables. Quelles limites, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Pas de contrôle financier, pas d'ingérence dans l'éducation d'Olivier, pas de critique sur Tiphaine ou nos décisions, a-t-il dit lentement, comme s'il lisait une liste préparée. Et une dernière chose, la plus importante. Quoi? Ai-je presque chuchoté. Des excuses publiques à Tiphaine, dans notre maison, devant Olivier. C'était ça. L'humiliation que Tiphaine avait exigée. M'agenouiller devant elle. Admettre que j'avais tort. Perdre la face devant mon petit-fils. C'est trop, ai-je réussi à dire. C'est nécessaire. La voix de Gilles était inflexible. Olivier a besoin de voir que même les adultes admettent leurs erreurs et s'en excusent. C'est une leçon importante pour lui. Et si je refuse? Alors nous devrons limiter nos contacts avec toi. Pour le bien de notre famille. Un ultimatum. Mon fils, mon garçon obéissant et doux, me donnait un ultimatum. Je dois y réfléchir, ai-je finalement dit. Bien sûr. Appelle-moi quand tu auras pris ta décision. Il a raccroché, me laissant seul avec mon choc et ma confusion. Était-ce vraiment arrivé à ce point? Un seul acte impulsif avait-il effacé des décennies de mes soins et de mon soutien? J'ai passé la nuit blanche à passer en revue les options possibles dans ma tête. Pourrais-je m'humilier devant Tiphaine et présenter des excuses publiques? Ou ma fierté était-elle plus importante que ma relation avec mon fils et mon petit-fils? Et s'il me tournait vraiment le dos? Pourrais-je vivre avec ce vide? Le matin, j'ai pris ma décision. J'ai appelé Gilles et lui ai dit que j'acceptais toutes les conditions, y compris des excuses publiques. Nous avons fixé un rendez-vous pour le samedi suivant. Les jours précédant la réunion se sont écoulés dans une lenteur angoissante. J'ai répété mes excuses, essayant de les faire paraître sincères, même si je bouillais d'indignation à l'intérieur. Pourquoi devrais-je m'excuser d'avoir défendu mon honneur? Pourquoi Tiphaine peut-elle me dire des choses horribles et je dois le supporter en silence?
Mais chaque fois que ces pensées menaçaient de prendre le dessus, je me souvenais du visage d'Olivier, de ses yeux intelligents, de son sourire sincère lorsqu'il me montrait ses projets scientifiques. Je ne pouvais pas le perdre, pas lui. Samedi, je suis arrivée chez mon fils à 15 heures précises, comme convenu. Cette fois, j'ai appelé un taxi, un signe que j'étais en contrôle. Je me suis habillée avec soin. Une robe bleu foncé, un collier de perles, un maquillage minimal, digne mais pas provocateur. Gilles a ouvert la porte. Son visage était sérieux mais pas hostile. « Bonjour, maman. Entre. » Tiphaine et Olivier attendaient dans le salon. Le garçon était assis sur le canapé, maladroitement droit, comme lors d'un événement formel. Tiphaine se tenait près de la cheminée, les bras croisés sur sa poitrine. Sa posture exprimait la défense et la préparation à la confrontation. « Bonjour. » J'ai hoché la tête à tous les deux. « Mamie. » Olivier a hoché brièvement la tête en réponse, sans sourire. La froideur dans ses yeux m'a brisé le cœur. « Bérénice. » Tiphaine a légèrement incliné la tête. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Gilles a désigné le fauteuil en face du canapé. Je me suis assise, croisant les mains sur mes genoux comme une bonne écolière. Gilles a pris place à côté de son fils, lui prenant la main dans un geste de protection et de soutien. Nous sommes réunis ici pour discuter des événements de la semaine passée et de leurs conséquences, a commencé Gilles d'un ton formel, comme s'il dirigeait une réunion d'affaires. Maman, as-tu quelque chose à dire? J'ai pris une profonde inspiration, rassemblant mes pensées. Les mots que j'avais répétés à la maison semblaient soudainement faux et vides. Je devais parler avec mon cœur si je voulais qu'il me croie. Tiphaine, Gilles, Olivier. J'ai regardé chacun d'eux. Je suis venue m'excuser pour mes actions. Ce que j'ai fait, bloquer la carte et prendre l'argent du compte, était mal et irresponsable. J'ai agi de manière impulsive, par blessure et par colère. C'est impardonnable, surtout si l'on considère que mes actions auraient pu affecter la santé d'Olivier. Je me suis tournée vers ma belle-fille. Tiphaine, vos mots sur le fait que je n'ai pas élevé un homme, mais que j'ai créé un problème, m'ont profondément blessée. Mais cela n'excuse pas mes actions. J'aurais dû discuter de mes sentiments au lieu de me venger de cette manière. Je m'excuse pour la douleur et la détresse que j'ai causées. Elle m'a regardé d'un air interrogateur, comme pour essayer de déterminer à quel point j'étais sincère. Finalement, elle a hoché lentement la tête, acceptant mes excuses, mais sans rien dire. Je me suis tournée vers mon fils. Gilles, je t'ai fait défaut en tant que mère. Tu as raison. J'ai été trop contrôlante dans ta vie, même après que tu sois devenu adulte. Je pensais aider, mais en fait, je t'empêchais de devenir indépendant. Je suis désolée pour ça. Ses yeux ont brillé de manière suspecte, mais il s'est retenu, ne faisant que serrer plus fort la main de son fils. Enfin, je me suis tournée vers mon petit-fils. Olivier, j'ai particulièrement honte de moi devant toi. Une grand-mère devrait être un exemple de sagesse et de gentillesse, mais je me suis comportée de manière égoïste et stupide. J'espère qu'avec le temps, tu pourras me pardonner. Le garçon m'a regardé sérieusement, sans naïveté enfantine. À 12 ans, il comprenait déjà la complexité des relations adultes. « Pourquoi as-tu fait ça, mamie ?» a-t-il demandé sans détour. « Pourquoi as-tu pris notre argent ?» Je ne m'attendais pas à cette question. Je voulais donner une réponse évasive, mais j'ai réalisé que si je voulais vraiment réparer notre relation, je devais être honnête. « J'ai été très blessée par les mots de ta mère, » ai-je répondu. Et au lieu d'en parler, j'ai décidé de la punir. J'ai utilisé l'argent parce que je savais que cela lui causerait des ennuis. C'était mesquin et indigne de moi. Mais tu ne savais pas que je tomberais malade, a-t-il dit, comme s'il cherchait une excuse à mes actions. Non, bien sûr que non. Si j'avais su, je ne l'aurais jamais fait. Mais le fait est, Olivier, que j'aurais dû penser aux conséquences possibles. C'est ce que font les adultes. Ils réfléchissent avant d'agir. Il a hoché la tête, acceptant ma réponse. J'accepte vos excuses, Bérénice, a dit Tiphaine de manière inattendue. Et je veux m'excuser pour mes paroles dures. J'agissais aussi sous le coup de l'émotion et je me suis exprimée plus durement que je n'aurais dû. C'était inattendu. Je ne m'attendais pas à ce que vous vous excusiez. Merci, ai-je hoché la tête. J'apprécie votre honnêteté. Et maintenant, a demandé Gilles, regardant de moi à sa femme. Comment allons-nous de l'avant? J'accepte toutes les conditions que vous avez énoncées, ai-je dit. Pas de contrôle financier,
Pas d'ingérence dans l'éducation d'Olivier, pas de critique sur vos décisions. Un respect total des limites. Et l'aide pour les frais de scolarité d'Olivier? A demandé Tiphaine. Vous avez dit que vous vouliez contribuer. Bien sûr, ai-je dit, sentant une lueur d'espoir. Je peux créer un fonds d'éducation au nom d'Olivier. Vous y aurez accès, mais l'argent ne pourra être utilisé que pour son éducation. Sans aucune condition de ma part. Polytechnique, HEC, ou toute autre école qu'Olivier choisira. Ça semble raisonnable, a dit Gilles, jetant un coup d'œil à sa femme et obtenant son approbation silencieuse. Nous y réfléchirons. Et la maison? J'ai décidé de tout mettre sur la table. Vous avez parlé de loyer. Oui, nous pensons que c'est juste, a dit Tiphaine fermement. La maison vous appartient, et nous devrions payer pour le privilège de l'utiliser. Cela favorisera une relation saine et équitable. Je voulais protester. Pourquoi prendre de l'argent à son propre fils? Mais je me suis souvenu de ma promesse de respecter leurs décisions. D'accord, mais que ce soit un montant symbolique. Je ne veux pas profiter de ma propre famille. Marché conclu. Gilles a hoché la tête. Et nos rencontres? J'ai regardé Olivier. Tu me manques beaucoup, mon petit-fils. Le garçon a regardé ses parents pour obtenir leur soutien. Je pense que nous pouvons reprendre les visites régulières, a dit Gilles lentement. Mais d'abord, nous avons besoin de temps pour guérir. Je comprends, ai-je dit, en essayant de ne pas montrer ma déception. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Peut-être dans quelques semaines, a suggéré Tiphaine, me surprenant par sa volonté de compromis. Olivier participera bientôt à une foire des sciences. Vous pourriez venir. J'adorerais, ai-je souri sincèrement. Quel est son projet cette fois-ci? Un modèle amélioré de centrale hydroélectrique. Olivier s'est animé pour la première fois de notre réunion. J'ai ajouté un système de filtration qui nettoie l'eau pendant la production d'énergie. Ça a l'air impressionnant. J'étais sincèrement fier de son ingéniosité. Je viendrai certainement le voir. L'atmosphère dans la pièce s'est nettement réchauffée. Nous avons parlé un peu plus de l'école d'Olivier, du travail de Gilles et Tiphaine, de mes projets pour le jardin. Pas de sujet sensible, pas d'émotions profondes, juste une conversation polie entre des gens qui essaient de trouver une nouvelle façon de communiquer. Quand il a été temps de partir, Olivier est venu de manière inattendue et m'a donné une brève étreinte. Au revoir, mamie, a-t-il dit. On se voit à l'exposition. Ce simple geste m'a rempli d'espoir. Peut-être que tout n'était pas perdu. Peut-être que je pourrais faire partie de leur vie à de nouvelles conditions. Gilles m'a raccompagné jusqu'au taxi. Merci, maman, a-t-il dit quand nous étions seuls. Je sais combien il t'a été difficile de t'excuser. Ça signifie beaucoup pour moi. Je ne veux pas vous perdre, ai-je avoué. Vous êtes tout ce que j'ai. Il m'a serré doucement dans ses bras, la première fois depuis des années. Nous n'allons nulle part. Juste différemment. Plus sainement, j'espère. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Mon cœur était rempli d'émotions contradictoires. Le soulagement que la rupture ne soit pas définitive. La tristesse de réaliser que mon pouvoir sur la famille de mon fils était terminé. Et un vague espoir que peut-être la nouvelle relation serait plus authentique. Alors que le taxi s'éloignait, j'ai regardé la maison. Gilles était toujours sur l'allée, me faisant signe au revoir. À travers la fenêtre du salon, je pouvais voir les silhouettes de Tiphaine et Olivier. Ma famille. Si proche et pourtant si loin. J'avais perdu le contrôle sur eux, mais peut-être avais-je gagné une chance d'avoir une vraie connexion. Le temps dirait si cela en valait la peine. Quand je suis rentrée à la maison, la première chose que j'ai faite a été d'allumer mon ordinateur et de commencer à rechercher des fonds d'éducation pour petits-enfants. Si je ne pouvais pas contrôler leur vie, au moins je pouvais assurer l'avenir d'Olivier. Ce serait mon héritage. Pas le pouvoir ou le contrôle, mais l'opportunité pour mon petit-fils de réaliser ses rêves. Le soir, Gilles a appelé juste pour s'assurer que j'étais bien rentrée. C'était une conversation courte, rien de significatif, mais le fait qu'il ait appelé m'a réchauffé le cœur. Il ne m'avait pas exclu de leur vie, du moins pas encore. En m'endormant, j'ai repensé aux paroles de Tiphaine qui m'avaient si profondément blessée. Vous n'avez pas élevé un homme. Vous avez créé un problème. Peut-être y avait-il une part de vérité là-dedans. Peut-être que mon amour était trop étouffant, mes soins trop contrôlants.
Mais il n'est pas trop tard pour changer. Il n'est pas trop tard pour apprendre à aimer différemment, avec respect des limites, acceptation des différences et confiance dans la capacité des êtres chers à prendre leurs propres décisions. Ce ne sera pas facile. Pendant 78 ans, j'ai vécu avec la conviction que je savais ce qui était juste, que le contrôle était une manifestation de l'amour. Puis-je changer à cet âge? Ai-je la sagesse d'admettre mes erreurs et la force de les corriger? 3 semaines se sont écoulées depuis le jour où j'ai présenté publiquement mes excuses à la famille de mon fils. Aujourd'hui, c'est la foire des sciences d'Olivier, et j'ai été invitée. Je m'y suis préparée avec le plus grand soin. J'ai choisi un tailleur vert foncé simple mais élégant, je me suis fait coiffer au salon et j'ai même acheté un nouveau sac à main. Je voulais avoir l'air digne, pour que mon petit-fils soit fier de sa grand-mère. Pendant ces semaines, Gilles et moi n'avions parlé qu'au téléphone, et encore, brièvement, pour s'assurer que j'allais bien. Pas de visite, pas de dîner dominicaux. Tiphaine n'a pas appelé du tout. Olivier a envoyé un message, une invitation à l'exposition, formelle et sobre, sans ses habituels émojis et points d'exclamation. Le taxi est arrivé à l'école d'Olivier à 16 heures précises. La cour de l'école était remplie de voitures de parents et de grands-parents venus soutenir les jeunes inventeurs. J'ai payé le chauffeur et me suis lentement dirigée vers l'entrée principale, m'appuyant sur ma canne. Mes genoux me faisaient plus mal que d'habitude ces derniers temps, peut-être à cause du stress du conflit familial. Le hall de l'école était bruyant et bondé. Il y avait des stands partout avec les projets des élèves, modèles, schémas, graphiques, maquettes fonctionnelles. Les parents photographiaient fièrement leurs enfants et les professeurs se déplaçaient de stand en stand pour évaluer le travail. J'ai regardé autour de moi, essayant de trouver Olivier ou ses parents. Mamie. J'ai enfin entendu une voix familière. Olivier me faisait signe depuis un stand au fond de la salle. À côté de lui se tenaient Gilles et Tiphaine, tous deux en tenue de bureau formel. Ils étaient apparemment venus directement du travail. Bonjour, mon chéri. Je me suis approchée d'eux, en essayant de ne pas montrer à quel point j'étais nerveuse. Bonjour, Gilles, Tiphaine. Maman, a dit mon fils en me faisant une brève étreinte. Je suis content que tu aies pu venir. Bérénice. Tiphaine a hoché la tête avec un sourire poli. Mamie, regarde. Olivier a pointé avec enthousiasme son projet. C'est ma centrale hydroélectrique améliorée. Elle ne produit pas seulement de l'électricité, elle purifie aussi l'eau. Devant lui se trouvait un modèle impressionnant, un système fluvial miniature avec un barrage, des turbines et un système de filtre complexe. L'eau circulait réellement dans le système, entraînant de petites pales qui faisaient tourner un générateur. Une petite ampoule brillait, preuve évidente que le système fonctionnait. C'est incroyable, Olivier, ai-je dit, sincèrement impressionné. Tu as construit tout ça toi-même. Oui. Enfin, papa m'a aidé pour la partie électrique et maman pour les calculs d'efficacité, mais l'idée de base et la conception sont de moi. Explique-moi comment ça marche, ai-je demandé, voulant montrer un réel intérêt. Olivier a commencé avec enthousiasme à expliquer les principes de son invention. J'ai écouté attentivement, même si je ne comprenais pas la moitié des termes techniques. L'important, c'était ses yeux brillants et l'enthousiasme avec lequel il parlait de son projet. Dans ces moments-là, il me rappelait Gaston, qui s'illuminait aussi quand il parlait de quelque chose qui l'intéressait vraiment. Et le plus important, c'est que c'est une source d'énergie respectueuse de l'environnement qui résout aussi le problème de la pollution de l'eau, a conclu Olivier. Imaginez si on construisait des centrales comme ça sur toutes les rivières polluées. On aurait de l'électricité et de l'eau propre. Tu es un véritable inventeur, ai-je dit en posant ma main sur son épaule. Ton grand-père serait fier de toi. Son visage s'est illuminé. Vraiment? Tu penses qu'il aurait aimé? J'en suis sûre. Il a toujours admiré les solutions pratiques aux problèmes complexes. À ce moment, une femme d'âge mûr en tailleur strict s'est approchée de nous. Apparemment, l'un des juges de l'exposition. Olivier Fenwick, a-t-elle souri. J'aimerais en savoir plus sur votre projet. Je suis particulièrement intéressée par le système de filtration. Olivier a commencé à expliquer avec empressement, tandis que Gilles, Tiphaine et moi nous sommes écartés pour ne pas les déranger. Il a tellement grandi, ai-je dit en regardant mon petit-fils. Et il est si intelligent. Oui, a hoché fièrement la tête Gilles. Ses professeurs disent qu'il a un grand potentiel en ingénierie. Polytechnique, alors.
J'ai rappelé notre conversation précédente sur l'école. Oui, il est toujours déterminé à y aller, a répondu Tiphaine. Et à en juger par ses résultats, il a toutes les chances d'y entrer. J'ai ouvert un fonds d'éducation à son nom, ai-je dit. J'ai fait un premier versement. L'argent ne peut être utilisé que pour les frais de scolarité, quelle que soit l'école qu'il choisit. Gilles et Tiphaine ont échangé un regard. Merci, maman. C'est très généreux, a finalement dit mon fils. Mais nous avons quelque chose à te dire. Quelque chose dans son ton m'a rendue méfiante. Quoi exactement? Tiphaine et moi avons décidé que nous pouvions payer nous-mêmes ses études, a dit Gilles doucement mais fermement. J'ai eu une promotion au travail. Je suis maintenant le directeur financier de l'entreprise. J'en suis resté bouche bée. Directeur financier? Mais comment? Quand? Il y a 2 semaines, a-t-il dit, l'air à la fois fier et embarrassé. Je pouvais prétendre au poste depuis longtemps. Je ne croyais tout simplement pas en moi. Tiphaine m'a convaincu de postuler lorsque le directeur précédent est parti à la retraite. C'est incroyable, ai-je dit, sincèrement heureuse pour lui. Bien que quelque part au fond de moi, j'ai ressenti une pointe de ressentiment. Pourquoi ne me l'avait-il pas dit plus tôt? Félicitations, mon fils. Tu mérites cette promotion. Merci, a-t-il souri faiblement. Le salaire est presque 3 fois supérieur à ce que je gagnais avant, plus des bonus et des options d'achat d'actions. Nous pourrons économiser suffisamment pour les études d'Olivier. Et ce n'est pas tout, a ajouté Tiphaine. J'ai aussi eu une promotion. Je suis maintenant responsable du service d'audit. Félicitations, ai-je hoché la tête, ressentant un étrange mélange de fierté et d'aliénation. Ils avaient tous les deux grimpé les échelons de leur carrière juste au moment où ils avaient décidé de prendre leur distance avec moi. Coïncidence? Ou avaient-ils enfin cru en eux, libérés de mon influence? Mais ce n'est pas tout ce que nous voulions te dire. Gilles a pris un air plus sérieux. Tiphaine et moi avons décidé d'acheter notre propre maison. La nouvelle m'a frappé plus durement que prévu. La maison que j'avais achetée pour eux était mon dernier lien matériel avec leur famille. Vous déménagez? J'ai essayé de garder ma voix stable. Oui, Tiphaine m'a parlé directement pour la première fois. Avec nos nouveaux salaires, nous pouvons nous permettre un prêt immobilier pour une belle maison dans un bon quartier, plus proche de l'école d'Olivier. Je comprends. J'ai avalé la boule que j'avais dans la gorge. Quand prévoyez-vous de déménager? Dans 2 mois, a répondu Gilles. Nous avons déjà trouvé un endroit convenable et versé la compte. Que adviendra-t-il de ma maison? Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Nous continuerons à payer le loyer jusqu'à ce que vous décidiez quoi faire ensuite, a dit Tiphaine. Vous pouvez la vendre ou la louer à d'autres locataires. Vendre la maison où mon petit-fils a grandi. Louer à des étrangers un lieu qui contient tant de souvenirs de famille. La pensée était insupportable. J'y réfléchirai, fut tout ce que je pus dire. Olivier est revenu, le visage rayonnant d'excitation. La juge a dit que mon projet était l'un des plus intéressants de l'exposition. Elle a particulièrement noté l'aspect environnemental. C'est merveilleux, chérie. Tiphaine a passé un bras autour des épaules de son fils. Nous sommes si fiers de toi. Quand les résultats seront-ils annoncés? A demandé Gilles. Dans 1 heure, Olivier a jeté un coup d'œil à sa montre. Vous voulez regarder les autres projets en attendant? Il y a un robot super cool qui trie les déchets pour le recyclage. Nous avons lentement traversé la salle, nous arrêtant à divers stands. Olivier commentait avec enthousiasme le travail de ses camarades de classe, engageant parfois des discussions animées avec d'autres participants à l'exposition. Je marchais aux côtés de Gilles et Tiphaine, me sentant étrangement aliéné. Ils se tenaient la main, échangeant parfois des regards complices ou des remarques discrètes. Ils formaient une famille soudée dans laquelle je sentais que je n'avais pas ma place. Après avoir vu tous les projets, Gilles a suggéré que nous prenions un café à la cafétéria de l'école en attendant l'annonce des résultats. À table, la conversation a inévitablement tourné vers leurs projets d'avenir. La nouvelle maison est-elle plus grande que celle-ci? Ai-je demandé, en essayant de montrer de l'intérêt. Un peu, a hoché la tête Gilles. 4 chambres au lieu de 3. Un grand jardin. Et surtout, un garage transformé en atelier pour Olivier. Il pourra y travailler sur ses projets. Ça a l'air merveilleux. J'ai essayé de sourire. Et la distance par rapport à votre travail? Un peu plus loin,
Mais il y a de bons transports en commun. De plus, mon nouveau travail a un horaire plus flexible. Je peux travailler de la maison 2 ou 3 jours par semaine. Et toi, Olivier? L'ancienne maison ne te manquera pas? Je me suis tournée vers mon petit-fils. Il a réfléchi un instant. Un peu. Il y a beaucoup de souvenirs. Mais dans la nouvelle maison, j'aurai un vrai atelier. Ses yeux se sont illuminés. Et ma propre salle de bain. Et on va prendre un chien. Mes parents ont enfin dit oui. Un chien. J'ai regardé Gilles avec surprise. Mais tu es allergique aux poils. J'étais allergique quand j'étais enfant, a-t-il haussé les épaules. J'ai fait des tests le mois dernier, et l'allergie a pratiquement disparu. Le médecin dit qu'il n'y aura pas de problème avec certaines races. Encore une révélation dont je n'étais pas au courant. Mon fils, que je considérais fragile et maladif, avait surmonté ses allergies d'enfance, et je le voyais toujours comme un garçon qui ne pouvait pas avoir d'animaux de compagnie. « Quelle race avez-vous choisi ?» ai-je demandé, essayant de maintenir la conversation. « Un labradoodle », a répondu Olivier avec enthousiasme. C'est un croisement entre un labrador et un caniche. Ils sont très intelligents et ne perdent presque pas leurs poils. Parfait pour les allergies de papa. Nous avons déjà trouvé un éleveur, a ajouté Tiphaine. Les chiots naîtront à peu près au moment où nous emménagerons dans la nouvelle maison. C'est un timing parfait. Ils avaient tout prévu. Une nouvelle maison, un nouveau travail, même un chien. Une nouvelle vie dans laquelle il ne semblait pas y avoir de place pour moi. Attention à tous, veuillez vous rendre à l'auditorium pour les résultats de la foire des sciences. Nous nous sommes dirigés vers l'auditorium. Olivier, un peu nerveux, tordait la manche de sa chemise, une habitude qu'il avait prise de son père. Ne t'inquiète pas, ai-je dit en lui serrant légèrement l'épaule. Ton projet est le meilleur. J'en suis sûr. Il m'a souri avec reconnaissance, et pendant un instant, j'ai senti l'ancienne proximité entre nous. Nous nous sommes assis au 3e rang de l'auditorium. Le directeur de l'école est monté sur scène avec une enveloppe à la main et a prononcé un bref discours sur l'importance de la science et de l'invention dans le monde moderne. Puis il a commencé à annoncer les gagnants dans différentes catégories. Quand est venu le tour de la catégorie « Technologie environnementale », Olivier s'est tendu. J'ai senti Gilles à côté de moi retenir son souffle. Et le gagnant dans la catégorie technologie environnementale est Olivier Fenwick avec son projet centrale hydroélectrique avec système de purification de l'eau. La salle a éclaté en applaudissements. Olivier, n'en croyant pas sa chance, s'est lentement levé et s'est dirigé vers la scène. Gilles et Tiphaine applaudissaient debout, des sourires fiers illuminant leurs visages. Je me suis également levé, applaudissant aussi fort que mes vieilles mains le pouvaient, sentant des larmes de fierté monter à mes yeux. Sur scène, Olivier a reçu un certificat et un petit trophée, remerciant modestement les juges et les professeurs. Quand il est revenu vers nous, nous l'avons tous pris dans nos bras à tour de rôle. « Je suis si fier de toi », ai-je murmuré en serrant mon petit-fils dans mes bras. « Tu es un vrai scientifique. » « Merci, mamie », m'a-t-il serré fort en retour. Après la cérémonie de remise des prix, Gilles a suggéré de célébrer la victoire d'Olivier au restaurant. À ma grande surprise, ils m'ont invité aussi. « Tu te joins à nous, n'est-ce pas, maman ?» a demandé Gilles. « C'est une célébration familiale. » Familiale. Malgré tout ce qui s'était passé, il me considérait toujours comme faisant partie de la famille. Cette pensée m'a réchauffé le cœur. J'adorerais, ai-je souri. Au restaurant italien préféré d'Olivier, nous avons pris une table près de la fenêtre. Nous avons commandé des pizzas, des pâtes et des salades. Olivier a eu un grand milkshake et les adultes un verre de vin. L'atmosphère était chaleureuse et détendue. Olivier parlait avec enthousiasme de ses projets pour améliorer encore le projet, tandis que Gilles et Tiphaine partageaient des nouvelles de leur travail. J'ai surtout écouté, intervenant occasionnellement avec des commentaires ou des questions. « Au fait, maman », a dit soudainement Gilles lorsque la conversation s'est tournée vers la nouvelle maison. « Nous voulions te demander, que dirais-tu d'emménager dans notre maison actuelle quand nous partirons ?» J'ai failli m'étouffer avec mon vin. « Quoi ? Emménager dans votre maison ? Techniquement, c'est votre maison, a souligné Tiphaine. Et elle est beaucoup plus pratique pour une personne seule que votre grande demeure. De plus, elle est de plein pied. Pas d'escalier, ce qui est important à votre âge. Et nous serons à proximité, a ajouté Gilles. À seulement 20 minutes en voiture. Nous pourrons nous voir plus souvent. Je les ai regardés,
n'en croyant pas mes oreilles. Ils me proposaient d'emménager dans la maison que j'avais autrefois achetée pour eux. Mais c'est votre maison. Olivier y a grandi. Vous y avez tant de souvenirs. Les tiens aussi, a dit Gilles doucement. Tu y es venu toutes les semaines pendant 11 ans. Pense Y, mamie, a ajouté Olivier. Ta maison est si grande, et tu y es toute seule. Tu seras plus à l'aise dans notre maison, et je pourrai venir te rendre visite à vélo. Je les ai regardés, leurs visages ouverts, sincères. Ils se souciaient vraiment de mon bien-être malgré tous nos conflits. J'y réfléchirai, ai-je finalement dit. C'est une offre inattendue. Bien sûr, réfléchit Y, a hoché la tête Gilles. Pas de pression, juste une option. Après le dîner, Gilles m'a proposé de me ramener à la maison. J'ai accepté, me sentant agréablement fatiguée après une journée riche en événements. Dans la voiture, Tiphaine et Olivier étant restés au restaurant pour récupérer la coupe oubliée, mon fils et moi avons enfin pu parler seuls. Tu penses vraiment que je devrais emménager dans votre maison? Ai-je demandé. Oui, a-t-il hoché la tête, en gardant les yeux sur la route. Ta maison actuelle est trop grande pour une personne, et elle est pleine de souvenirs de papa qui font parfois mal. Ta maison ne me rappellera-t-elle pas ce que j'ai perdu? J'ai souri amèrement. Gilles m'a jeté un regard rapide. Tu ne nous as pas perdus, maman. Nous redéfinissons simplement notre relation, en fixant des limites saines. Vous prenez vos distances, ai-je dit comme une constatation, pas une accusation. Physiquement, oui, nous déménageons. Mais émotionnellement. Il a fait une pause. Peut-être pourrons-nous enfin construire une relation plus honnête. Sans dépendance financière, sans manipulation, sans peur de se décevoir mutuellement. Et tu penses que c'est possible? Après tout ce qui s'est passé? J'espère. Il a souri sincèrement pour la première fois de toute la conversation. Tu es ma mère. Je t'aime quoi qu'il arrive. Et Olivier aime sa grand-mère. Même Tiphaine, elle ne te déteste pas. Elle veut juste du respect et de la reconnaissance. Que je ne lui ai jamais donné, ai-je terminé sa pensée. Il n'est pas trop tard pour commencer, a-t-il dit doucement. Nous avons fait le reste du trajet en silence, chacun perdu dans ses propres pensées. Quand Gilles a arrêté la voiture devant ma maison, je ne me suis pas précipitée pour sortir. Merci pour aujourd'hui, ai-je dit. Et pour m'avoir invité à dîner. De rien, a-t-il souri. Nous sommes heureux que tu sois venu. Gilles, je me suis tournée vers lui. Je suis vraiment fière de toi. Ta promotion, ta nouvelle maison, tout ce que tu as accompli. Et surtout, quel fils merveilleux tu as élevé. Tu es un bon père. Meilleur que je n'ai été une mère. Ses yeux ont brillé de manière suspecte. Maman, non. Non, laisse-moi finir. Je l'ai interrompu doucement. J'ai fait beaucoup d'erreurs en t'élevant. J'étais trop contrôlante, trop autoritaire. Je ne t'ai pas laissé d'espace pour grandir, et je le regrette. Vraiment. Il m'a regardé en silence, comme s'il me voyait pour la première fois. Merci, a-t-il finalement dit. Ces mots signifient beaucoup pour moi. Nous nous sommes étreints maladroitement par-dessus la console entre les sièges, mais sincèrement. Puis je suis sortie de la voiture. J'ai fait un signe de la main et je suis rentrée chez moi. À l'intérieur, dans le silence et la pénombre de la grande demeure vide, j'ai finalement été submergée par les émotions que j'avais retenues toute la journée. Je me suis effondrée dans un fauteuil et j'ai pleuré, pour la première fois depuis de nombreuses années. J'ai pleuré ma solitude, les occasions manquées, la façon dont mon besoin de contrôle avait détruit les relations les plus importantes de ma vie. Quand mes larmes se sont taries, j'ai ressenti un étrange soulagement. C'était comme si j'avais évacué non seulement la douleur d'aujourd'hui, mais aussi des années d'amertume et de regrets accumulés. Je me suis approchée de la fenêtre et j'ai regardé la rue sombre. Quelque part là-bas, à 20 minutes de route, mon fils, sa femme et mon petit-fils planifiaient une nouvelle vie. Une vie à laquelle je ne pouvais participer qu'à leurs conditions, dans les limites qu'ils avaient fixées. C'était douloureux à réaliser, mais c'était peut-être la leçon que je devais apprendre à 78 ans. Le véritable amour ne cherche pas à contrôler. Il offre la liberté. En retournant à mon fauteuil, j'ai remarqué une photo encadrée sur la table. Gaston, moi et le petit Gilles lors d'un pique-nique au bord du lac. Nous sourions à l'appareil photo, une famille heureuse. Gaston disait toujours que j'étais trop dure avec notre fils, que je devais lui donner plus de liberté. Je n'ai pas écouté, convaincu que je savais mieux.
Combien de douleurs auraient pu être évitées si j'avais écouté mon mari à l'époque? La sonnerie du téléphone m'a tiré de mes pensées. Le numéro de Gilles est apparu sur l'écran. Gilles, quelque chose ne va pas. J'ai ressenti une pointe d'anxiété. Non, tout va bien. Sa voix était calme. Je voulais juste m'assurer que tu étais bien rentré et que tout allait bien. Oui, tout va bien. J'ai souri involontairement. Merci d'appeler. Maman, à propos du déménagement. Pense sérieusement. Tu seras mieux dans une maison plus petite, plus près de nous. Je promets que j'y réfléchirai, ai-je dit. Et Gilles, je suis contente que tu aies appelé. J'appellerai plus souvent, a-t-il promis. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, mon fils. J'ai raccroché, ressentant un étrange mélange d'émotions, tristesse et espoir, perte et possibilité de quelque chose de nouveau. Finalement, j'ai obtenu ce que je voulais. Tiphaine s'est excusée pour ses paroles dures. Mais à quel prix? J'ai perdu le contrôle sur la famille de mon fils, perdu leur confiance, et presque perdu leur amour. Ma victoire s'est avérée être une victoire à la Pirou. Et pourtant, peut-être que ce n'est pas la fin, mais le début. Le début d'une nouvelle relation, plus saine, basée non pas sur le contrôle et la dépendance, mais sur le respect mutuel et l'acceptation. J'ai regardé la photo de la famille heureuse et j'ai pris une décision. Demain, je commencerai à trier mes affaires. Je rassemblerai ce qui est vraiment important et laisserai le reste derrière moi. Ma grande maison pleine des souvenirs du passé restera dans le passé. Je me rapprocherai de mon fils et de sa famille, dans la maison que j'avais autrefois achetée pour eux et que maintenant, je récupérerai. Pas comme un outil de contrôle, mais comme un cadeau du destin. Oui, j'ai perdu le pouvoir sur eux. Mais peut-être qu'en retour, j'aurai la chance de faire vraiment partie de leur vie. Non pas comme une mère et une grand-mère contrôlantes, mais comme un membre de la famille aimant, accepté pour ce qu'il est. Je me suis fait un thé et je me suis assise près de la fenêtre, regardant le ciel étoilé. Quelque part là-haut, je savais que Gaston me regardait, et peut-être, hochait la tête en signe d'approbation. Tu as enfin compris, Bérénice, je pouvais presque l'entendre dire. Mieux vaut tard que jamais.